Yeah, hey, we do it big. Hey, we do it big. Hey, we do it big. Yeah, yeah, we do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du vendredi 24 avril 2026. On vous rappelle que ce podcast est diffusé sur la télé de Rogers à Ottawa chaque vendredi. Gavino Defalco avec mon bon ami, le journaliste sportif Jérémy Filosa. Comment ça va, Philo? Ça va très bien. Le soleil commence enfin à sortir. Un petit peu de chaleur, pas trop. Un petit peu de chaleur ici au Québec alors qu'on suit nos Blue Jays qui se réchauffent eux autres aussi un petit peu, hein? Un petit peu. Pas beaucoup, un petit peu. Quand on a quitté, la semaine dernière, les Blue Jays avaient un dossier de 7 victoires, 11 défaites. C'est maintenant 10 victoires, 14 défaites. Ils ont perdu la série précédente la fin de semaine dernière. Ensuite, ils ont gagné 2 matchs sur 3 contre Anaheim. Donc, toujours 4 matchs sous la barre de 500. On arrive au mois de mai. Je pense pas que les Blue Jays vont jouer pour 500, mais quand même, on a vu des choses encourageantes. Une séquence de 3 victoires consécutives avant de perdre le dernier match contre les Angels d'Anaheim. Le tour de table, es-tu content de ta semaine des Blue Jays, mon Philo? Ben, ça s'en vient quand même un petit peu mieux, là. Tu sais, j'ai vu des choses qu'on voyait un peu plus. Genre, j'ai commencé à reconnaître un peu les Blue Jays de la saison dernière. Notamment, on va parler de Nathan Lucas qui s'est replacé. Ça, c'est super important. On reconnaît le joueur qu'on avait vu la saison dernière. On va parler de lui. Guerrero, même s'il ne frappe pas pour la puissance, seulement 2 circuits, sa moyenne au bâton est extrêmement élevée, parmi les meilleurs frappeurs de coup sûr du baseball majeur. Et j'ai revu un petit peu de baseball de situation, du petit baseball avec nos amis Straw, Heinemann et Lucas qui ont généré quand même des points pour aider l'attaque qui a quand même encore certaines difficultés. Alors, un petit peu plus d'optimisme cette semaine, disons. Parce que disons que les bâtons sont encore un peu et très timides du côté des Jays. Regardez les statistiques générales au 25e rang des majeurs avec seulement 95 points de marqués depuis le début de la saison. On a accordé 120 points. Donc, au différentiel de points, il fait froid. C'est moins 25. C'est une température du Nunavut du côté des Blue Jays. On frappe pas beaucoup de longues balles, seulement 19 coups de circuit. Pour les hommes de John Schneider, c'est bon pour le 23e rang. Regardez les meneurs, là. Bon, Vladimir, 337 de moyenne. Une bonne saison, mais j'aimerais qu'il frappe un peu plus la longue balle, lui qui a seulement 2 longues balles depuis le début de l'année. Parce que Okamoto domine la colonne des coups de circuit avec seulement 3. Il faut dire qu'au camp d'entraînement, les Blue Jays frappaient des balles à 500 pieds du marbre. Vladimir, 12 points produits. Jimenez, 4 buts volés. Et le bonheur chez les victoires, Philo, Tyler Rogers en a une. Donc, je pense qu'il y a 10 lanceurs différents du côté des Jays qui ont une victoire chacune. Rien pour écrire à sa mère. On parlait de Dylan Cease, on parlait un peu de controverse et tout ça. Mais il faut commencer par le dossier chaud, Philo. Le releveur numéro 1 des Blue Jays de Toronto qui n'est plus l'ombre de lui-même. Il avait connu quand même une saison en dents de scie en 2025, mais là, il n'y a plus rien qui fonctionne pour mon ami Jeff Hoffman. Parle-moi de son utilisation depuis le début de la saison et combien de temps qu'on va être patient avec ce lanceur-là? Ben, écoute, j'écoute les médias de Toronto, puis honnêtement, je sais pas c'est quoi leur problème. Tu sais, je veux dire, on se casse la tête à savoir quel rôle on devrait lui donner, tu sais, la 7e, la 8e, la 9e. Hey, il n'y en a plus de rôle pour Jeff Hoffman spécifique présentement. Je trouve que le gérant l'aide pas vraiment beaucoup, là. Honnêtement, place-les dans des situations de match où il peut se casser la gueule et c'est pas dramatique. Tu sais, le fameux premier match, là, dans la série contre... Je crois que c'est Anaheim, où Gausman arrive au Montelot. C'était pas Anaheim, c'était la série précédente, le dimanche, où les Blue Jays marquent 8 points en première manche et tout ça. Ça aurait été une chance en or de donner quelques manches à Hoffman pour qu'il puisse commencer à se redonner confiance. Ben non, on l'a utilisé, Gavino, dans une situation de 8e manche à 2-2. Et là, j'écoute les médias de Toronto, les émissions d'après-match, on dit ben, au moins, on a essayé quelque chose de différent. Voyons donc, à 2-2, là, en fin de 8e, il n'y a pas
un moment plus critique que ça. Parce que si l'adversaire ne revient pas au bâton en 9e, c'est ta dernière chance de te faire valoir. Tu donnes un point, tu perds le match. C'est exactement ça qui est arrivé. Hoffman a saboté ce match-là aussi. Donc, je sais pas à quoi on pense. Honnêtement, je sais pas à quoi on pense. Pour faire un bref historique, Jeff Hoffman est allé, je pense, au match des étoiles en 2024 avec les Phillies de Philadelphie, avec une moyenne de points mérités de 2,17. L'hiver, il signe comme joueur autonome avec les Blue Jays un contrat de 3 ans. Donc, il est rendu maintenant à 33 ans, Jeff Hoffman. C'est pas un gars de 22-23 ans. Je pense qu'on a déjà vu son pic, comme on dit. Jeff Hoffman, regardez les statistiques depuis le début de la saison. C'est 7,59 de moins de points mérités. 3 sauvetages, également 3 sabotages, et il se fait frapper pas à peu près notre ami Jeff Hoffman. On va juste tout de suite regarder comment que les Blue Jays ont remporté le premier match contre Anaheim. Là. Jeff Hoffman qui ne fait pas le travail, et là, tout d'un coup, John Schneider en a assez vu. Il amène Louis Varland pour éteindre le feu. On regarde comment que le match s'est terminé. 4-2, bottom 9, bases loaded, 1 out. The batter is Nolan Shonowell. And a ground ball hit to second. There's one on to first. Got him! It took one pitch. Non, mais plus rempli, un retrait. Varland qui pratiquement se réchauffe pas, arrive justement là, dans le match et fait le travail. Louis Varland, c'est pas compliqué, c'est une moyenne de 0,00 depuis le début de la saison. Si on avait à nommer un joueur de l'année chez les Blue Jays, ce serait entre lui et Dylan Cease, tout simplement fumant. On en parle, disons, depuis le début de la saison, du rôle de pompier chez les Blue Jays. T'en souviens-tu, au camp d'entraînement, je t'avais dit combien de temps John Schneider va être patient avec Jeff Hoffman. Et même chose, les journalistes de Toronto qui posent des questions à John Schneider après les rencontres, et John Schneider continue à dire « J'ai confiance en Hoffman. J'ai confiance en Hoffman. » Je m'excuse, là, mais tu sais, à un moment donné, pouce, mais pouce égal, moi, je n'y crois plus à Jeff Hoffman, Philo. Ben, écoute, parce que là, au moins, il a ouvert la porte, là, après sa dernière performance. Il a dit « On va devoir s'asseoir et avoir une conversation. » Mais moi, là, honnêtement, j'ai jamais compris dans une équipe la nécessité d'identifier un gars qui va lancer seulement et uniquement la 9e manche. Tu y vas avec les lanceurs qui connaissent du succès, tu y vas avec tes match-ups, puis si ça donne que c'est Tyler Rogers qui ferme un match, ou que ce soit Varland, ou que ce soit Hoffman ou un autre, honnêtement, on s'en fout comme l'an 40 de qui est celui qui est sur la butte en 9e manche. Amène-moi le meilleur dans la situation donnée pour te faire gagner un match. Là, je pense qu'on va réfléchir au rôle qu'on veut donner à Hoffman, mais moi, dans ma tête, comme j'ai mentionné, c'est pas important de spécifier qui est le numéro 1, qui est le numéro 2. Vas-y avec le gars qui est hot. Puis, écoute, Varland rentre dans ce match-là, puis tu viens de le dire, il s'était à peine réchauffé. Hoffman avait lancé 74 tirs ou à peu près. Lui, il arrive là, un tir, bing bang, merci, bonsoir, balle à double jeu, le match est terminé. Mais ils se sont fait prendre des culottes baissées, Gavino. On a vu la panique sur le banc là, du côté des Blue Jays. Hey, là, il faut faire quelque chose. On va perdre un autre match. Hoffman se dirigeait vers un autre sabotage. Et non. Je veux dire, ils ont sorti un lapin de leur chapeau, mais c'était pas joli, là. Ils ont été très chanceux de gagner ce match-là. Varland, c'est 13 manches de lancer avec 19 rétro-bâtons. C'est tout simplement, comme j'ai dit, fumant, mais le Circle of Trust, comme disaient nos amis Blair et Barker, présentement, je pense que Tyler Rogers qui fait le travail. Même chose avec Louis Varland, avec également Mason Flaherty, Braden Fisher de temps en temps. Mais c'est quand même mince, Philo, parce que la relève arrive de bonne heure anti-pépère, souvent dans les matchs du côté des lanceurs. Je pense que les lanceurs partants, là, présentement, on va en parler tantôt, mais tu as 2 bons lanceurs partants, Gausman et Cease. Et ensuite, tu as 3 lanceurs qui sont étiquetés 5e partant. Scherzer, également mon ami, Eric Lauer, qu'on va parler maintenant. Et j'en oublie un autre, là, un lanceur qu'on a signé, Patrick Corbin. Bon, parle-moi de Eric Lauer. Eric Lauer, on dirait que le torchon brûle entre le lanceur gaucher dépanneur de 2025 et John Schneider. Parle-moi d'un petit peu la petite histoire que Eric Lauer, il y a 2 départs.
n'était pas le lanceur partant d'office. On a fait confiance à Braden Fisher. Eric Lauer, réchauffe-toi. T'es le partant, mais juste en deuxième manche. Ça, là, le maudit opener, je suis plus capable. Raconte-moi l'histoire d'Eric Lauer et John Schneider. Écoute, il faut remonter à l'année passée. Hein. Souviens-toi, lorsque Eric Lauer s'avère un des meilleurs lanceurs partants des Blue Jays, et là, il y a un certain Shane Bieber qui arrive avec les Blue Jays, et c'est Lauer qui saute son tour, c'est lui qui est tassé, et on savait tous que c'était pas lui qui méritait de perdre sa place. Plus tard durant l'hiver, il s'en va en arbitrage, perd sa cause en arbitrage. Alors, un Eric Lauer qui n'avait pas dit un mot jusqu'à ce moment-là, là, il pète sa coche la semaine dernière lorsque je crois que c'est Fisher qui a entamé le match à sa place. Schneider a expliqué qu'on voulait faciliter un peu la tâche de Lauer, donc on voulait donner le haut de l'alignement à Fisher pour que Lauer ait à les affronter moins souvent. Ça a fonctionné. Sauf que Lauer, après le match, dit « J'ai détesté ça, ça me débalance, moi je suis pas à l'aise, j'ai une préparation à faire. » Ça me déboussole. Puis il dit, à la fin, il dit, de toute façon, c'est pas moi qui décide ça, mais j'aime pas ça. Schneider a répliqué en disant, justement, c'est pas de tes affaires, lance la petite baballe, moi je vais gérer. Alors, on s'est lancé des flèches dans les médias. Et là, dans son dernier départ, on pouvait voir que Lauer avait des bandes collantes sur sa nuque qui sortaient de son chandail. Et après le match, John Schneider a dit, je sais pas c'était quoi, il y avait-tu mal, c'était-tu pour une douleur, il se passe-tu quelque chose que je sais pas, et Lauer a dit, non, c'est tout simplement pour ma posture, c'est pour me rappeler de rester droit et tout ça. Il dit, je ne sais pas si j'y ai dit au gérant, ou je ne sais pas s'il savait. Non, écoute, ça va pas très bien entre les deux hommes, puis c'est vraiment dommage. Lauer, l'année dernière, 3,20, on sait. Puis même, je trouve qu'il a fait le travail, mais on l'a pas utilisé tant que ça en série mondiale et en série d'après-saison. T'en souviens-tu je pense que c'était toujours le dernier lanceur à être utilisé avec Brendan Little. Cette année, il en arrache Eric Lauer avec une moyenne de BRT de 6,75. Mais il sait très bien qu'avec tous les lanceurs qui s'en viennent, là, qui vont faire un retour des blessés, là, que ce soit Yes Savage, Berrios, également Yimi Garcia, Eric Lauer va se retrouver, ça sera pas long, dans l'enclos de relève. C'est sûr que John Schneider, il fera pas une fleur puis il va dire tu vas lancer aux 5 jours. Là. Tu vas lancer à mop, puis tu vas arriver en quatrième manche lorsqu'on est en train de se faire écraser 11-2. C'est écrit dans le ciel, Philo. Lauer et John Schneider présentement et l'organisation, ça va pas bien. Puis là, Lauer, lors de son dernier départ, sa balle rapide avait perdu 2 à 3 1000 à l'heure. Donc, ça aussi, c'est pas réconfortant pour l'organisation des Blue Jays. Là, comme tu viens de dire, il est un peu dans le doghouse de John Schneider. Donc, lorsqu'une décision difficile va arriver, c'est probablement lui qui va encore écoper. Et bon, on va se le dire. Ce qui joue pour lui, c'est que c'est un gaucher. Un peu comme Patrick Corbin. Là, il va falloir décider, on veut-tu garder un gaucher dans la rotation ou pas? Oui, et est-ce qu'un gaucher peut nous aider dans l'enclos de relève? Mais j'ai rarement vu, depuis que John Schneider est en poste, un gars le critiquer et ouvertement. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui roule pas entre les deux. Puis Lauer a pas de l'air, comment on dit, dans son assiette. Mais tu parles de l'enclos de relève, là, avec plusieurs suspects, là. Tu sais, Tommy Nance, Manteply, puis Spencer Miles. T'as pas signé un gars l'année passée qui s'appelle Yariel Rodriguez. Qui lance à 95-96 000 à l'heure, qui a quand même eu son utilité l'année passée en 2025. Et vas-tu poireauter longtemps comme ça dans le niveau 3A? C'est là que tu te poses comme question. Quand tu vois de ces gars-là arriver en 5e, 6e manche, on n'est pas meilleur que ça au niveau 3A, mais il semble que Yariel, il est en train de se replacer. Il y a quand même des chiffres respectables avec les Bisons. Là. C'est tellement bizarre. D'après moi, il y a quelque chose qui s'est passé derrière les portes closes avec lui dont on ne sait pas. Parce que le gars, c'est pas pour dire « on l'a envoyé en bas ». On l'a complètement retiré de la formation des 40. C'est-à-dire que si on veut le rappeler, on doit sortir quelqu'un de la formation des 40. Donc, c'est pas en claquant des doigts que Yariel Rodriguez va revenir. Mais souviens-toi, il avait quand même signé un gros contrat. Il est payé très cher présentement pour jouer avec Buffalo au moment où on se parle. L'autre problème, c'est que Spencer Miles, c'est un Rule 5 draft. C'est super compliqué. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais si on veut l'envoyer en bas, on est obligé de le réoffrir aux Giants de San Francisco. Si les Giants ne le veulent pas, lui doit accepter l'assignation
d'aller à Buffalo. Donc, Ouais. on s'était un petit peu Ouais. peinturé dans le coin. Là, Bon, avec au ça. rayon des bonnes nouvelles, tu as des Ouais. joueurs qui se sont replacés. Le premier frappeur, Nathan Locus, qui a été ennuyé par des symptômes de vertige depuis le début de la saison. Là, tout d'un coup, c'est réglé. Il frappe vraiment bien la balle. Il se rend sur Oui. les buts sur une... Bon, je veux dire, régulièrement. 9 en 19 dernièrement avec 3 doubles et 6 points produits. Et écoute, je pense qu'il a retrouvé, là, on a retrouvé le Nathan Locus qui était... Bon, difficile à être tiré sur 3 prises. Il fait travailler le lanceur adverse. Souvent, des présences au bâton de 10, 12 lancés contre son adversaire. Avec Lucas et Clement, en attendant, je trouve qu'on a trouvé une bonne combinaison, hein, Philo. Absolument. Je veux te parler de tout ça. Premièrement, il souffrait de vertige en début de saison, puis je veux dire, il n'était pas l'ombre de lui-même, Gavino. Il s'est lancé sur tellement de mauvais tirs, puis il l'a avoué lui-même qu'il avait de la difficulté à identifier les tirs et la zone des prises et tout ça. Mais comment ça se fait qu'un joueur qui souffre de vertige est dans l'alignement? Et là, on a rapporté du côté de Toronto qu'il n'avait pas fait savoir à l'organisation qu'il souffrait de vertige. Quelqu'un a même dit, tu sais, quand tu fais 8 ans d'autobus dans les ligues mineures, tu manges des petits sandwichs, pas de croûte, puis tu prends l'autobus, puis tout ça, quand tu es rendu en haut, puis tu as un petit pépin, ça se peut que tu fermes la boîte, puis tu dises, m'a essayé de jouer malgré tout ça. Mais là, on a vu qu'il s'est replacé et on reconnaît maintenant le Nathan Locus de la saison dernière. Maintenant, le dernier sujet que tu viens de mentionner, super important, puis je veux qu'on en parle. Lucas et Clement, moi, je suis très à l'aise avec ça. Numéro 1, numéro 2. Guerrero, numéro 3. Maintenant, Springer s'en vient bientôt. Moi, Gavino, puis je sais que Schneider, avant de déplacer un de ses gros noms ailleurs dans la formation ou sur le terrain, écoute, il réfléchit puis il se tourne la langue dans la bouche 74 fois. Mais il n'y a personne pour protéger Guerrero dans cet alignement présentement-là. Puis le seul qui est capable de la sortir une fois de temps en temps et peut-être faire peur aux lanceurs adverses, il s'appelle George Springer. Est-ce que tu places George Springer au 4e rang derrière Guerrero quand il revient? Sans l'ombre d'un doute, je pense que Springer, oui, il a frappé des circuits au premier rang toute sa carrière, mais présentement, t'as pas de Barger, t'as pas de Alejandro Kirk, puis je pense que Kirk, c'est pas un 4e frappeur, t'as pas de Beau Bichette. Oui, George Springer, c'est la solution pour moi au 4e rang, là, puis je pense que ensuite tu peux bricoler un bas de l'alignement quand même potable avec des Okamoto s'il se présente, des Jesus Sanchez. Je fais une parenthèse, Jesus Sanchez, à chaque fois qu'il y a une balle frappée en sa direction, aïe. C'est une aventure, mon chum. Je pense pas qu'il va gagner un Grand Doré un jour, mon ami Jesus Sanchez, mais je pense que ça va être intéressant à suivre, là. Parce que si tu as des joueurs qui reviennent de la liste des blessés, qui débarquent, qui retournent au niveau 3A. Parce que là, tu as fait l'acquisition d'un gars comme Sosa, qui a frappé 22 coups de circuit l'année passée avec les White Sox. Est-ce que tu vas dire, bon, regarde, nos 2-3 joueurs réguliers sont revenus, tu t'en vas, puis on te congédie parce qu'il y a quelqu'un d'autre va te ramasser. Eloy Jimenez frappe quand même la balle d'aplomb avec des présences au bâton de qualité. Ou bien, encore une fois, le mal-aimé Davis Schneider, qui va retourner dans le 3. Il ne mérite pas, Philo, mais il va falloir que tu fasses de la place. Il faut que tu prennes des grosses décisions lorsque tout le monde revient en santé. Là. Ben, surtout que Eloy Jimenez et aussi Sosa n'ont pas d'option. Alors, puis Sosa, là, tu viens de donner là, des joueurs pour aller le chercher. Tu ne le mettras pas, tu ne vas pas le rétrograder puis risquer de le perdre pour rien. Alors, ça va vraiment jouer contre Davis Schneider. Cette situation-là. Ça va être une situation très difficile. Oubliez pas qu'on avait sacrifié quand même un joueur important au camp d'entraînement pour que Davis Schneider soit de la formation parce qu'on trouve que c'est un gars, c'est un body, fait partie de la gang et tout ça. Mais là, tu viens de le dire. Tu te retrouves avec deux joueurs que tu veux pas perdre, qui ont plus d'options et que tu risques de perdre si tu les rétrogrades. Tandis que Davis Schneider, ça pourrait être ta solution facile. On ne voudrait pas le voir partir, mais encore une fois, début de saison. Difficile. C'est ça. On va tout de suite regarder un coup de circuit de Vladimir Guerrero cette semaine et on revient. Vladimir Guerrero Jr. gets it in the air and it is gone.
He's always got a little extra hop in his step when he comes to Anaheim. After all the seasons his dad played here, and he got all of that for his second home run of the season. Vladimir Guerrero, 337 de moyenne, seulement 2 coups de circuit, 12 points produits, seulement 5 doubles, aucun triple et une moyenne de présence sur les buts, là, je crois, de 427. Donc, pratiquement une fois sur 2, il est sur les buts, mais il ne vient pas marquer puisque le milieu de la formation avec des Okamoto, Jesus Sanchez, etc., ils ne font pas rentrer. Ouais. Imagine si on avait un 4e frappeur, Philo, il y aurait des chiffres incroyables. Là, présentement, Vladimir, son élan, encore une fois, là, ça ressemble un petit peu à l'élan là, de la saison régulière 2025. Pas capable de soulever la balle avec autorité pour aller frapper des balles à 450 pieds du marbre. Souvent, des balles frappées au sol. Tu sais, maintenant, ce que tu viens de mentionner, il place tellement souvent la balle en jeu que je suis en train de me demander s'il serait pas mieux placé au 4e rang. Je sais qu'on veut qu'il vienne à la plaque en première manche, mais mettons que tu avais Clement, tu avais Lucas, Clement et Springer comme tes 3 premiers frappeurs. Moi, j'ai confiance qu'il y a un de ces gars-là qui se rentre sur les buts et Guerrero pourrait être là pour les faire rentrer. Maintenant, la question que je te pose, Gavino, si Guerrero, là, c'est ça, parce que moi, je pense pas que Guerrero va redevenir un frappeur de 45-50 circuits, là. Si Guerrero, c'est ça pour les 15 prochaines années, un gars qui frappe 320, qui va frapper 200 coups sûrs, qui va produire 85 points, qui va frapper 20 circuits. Ben, je vais être déçu en tabarouette. Si c'est ça. Parce que moi, je m'attends à 35-110 à chaque année. Là, si tu me dis que c'est 15-85, écoute, tu ne feras pas les playoffs souvent, là. Parce que tu as donné 500 millions à ce gars-là pour avoir des chiffres de 35-110. Attends, là, à 15-85, c'est bien le fun, mais c'est des chiffres de David Segui à peu près, tu sais. Ouais, mais attends, là. 320... 200 coups sûrs, ça court pas les rues, là. Je trouve pas ça dans les arbres. C'est correct, mais c'est pas ton frappeur de puissance. Il t'en faut un gars de 40 circuits qui, lui, va nettoyer les sentiers avec un circuit de 3 points. Puis il n'y a pas beaucoup de circuits de 3 points avec les Blue Jays depuis le début de la saison. C'est 3 coups sûrs par manche, 1 point ou bien aucun point. Combien de coups sûrs qu'on a marqués depuis le début de la saison? Tu finis le match. Blue Jays ont frappé 12 coups sûrs, ont laissé 15 coureurs sur les buts, 5 lignes 4-2. C'est vrai? Ça, c'est inacceptable, Gavino. C'est inacceptable, oui, puis tu as raison, on l'a vu à plusieurs reprises, des matchs où on termine avec 10, 12 coups sûrs, on sort de là avec 1 ou 2 points seulement. Ça, c'est la responsabilité du gérant. Je suis désolé, là, mais tu as du trafic sur les sentiers, tu es capable de générer des choses. Ou tu peux t'asseoir là puis attendre le coup sûr opportun. On en a parlé à plusieurs reprises. Pour moi, ça paraît mal sur le gérant quand tu as autant de coups sûrs et de trafic sur les buts, tu n'arrives pas à marquer des points. D'ailleurs, il faudrait quand même aussi que les frappeurs des Blue Jays, une fois de temps en temps, ramassent un but sur balle, ce serait le fun aussi. Là. Dernier volet de l'émission, on parle tout de suite de Dylan Cease. On regarde quelques images. Up there, 2. Strike 3 call. Great resource. Swing and a miss. He does. 0-2. Got him. Like that. Strike 3 call. Most recently, that helps. Great pitch. Got him. He's not. And did Trout go around? He did. Strike 3 call. 3-2. Got him. Perfectly located fastball. Performance incroyable de Dylan Cease. Cease qui est au premier rang des lanceurs partant avec 44 retraits au bâton dans les majeurs cette année. Tout simplement fumant, Philo. Je veux dire, on n'a rien à reprocher à Dylan Cease qui est une bonne signature. Présentement, je pense que dans le match contre Anaheim, 5 manches de travail, 12 retraits au bâton. Donc, des 15 retraits qu'il a effectués, 12 sur 3 prises. Il y a une moyenne présentement de 15 retraits au bâton, 0.4 par 9 manches. Par contre, en 5 départs, seulement un départ de qualité, c'est-à-dire 6 manches, 3 points et moins. Il ne se rend pas jusqu'en 6e parce qu'il retire tout le monde sur 3 prises. Il est rendu à 100 lancés après 5 manches, viens t'asseoir. Oui, exactement. Puis, je veux dire, on n'est pas ici là pour cracher dans la soupe parce que il fait un excellent travail, il faut le mentionner. Mais s'il y a une petite chose sur laquelle il veut travailler, puis la raison pourquoi il est venu avec les Blue Jays, c'est qu'il pensait que les instructeurs des Blue Jays allaient pouvoir
l'aider à justement réduire son nombre de tirs par départ pour qu'il puisse aller lancer 6 manches et plus. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la solution, la clé, mais Gavino, je veux dire, moi, là, 5 manches de travail, tu donnes aucun point, puis tu retires 12 gars sur des prises, on va prendre ça à tous les jours. Il n'y en a pas de problème. C'est pas parfait. Il va continuer d'essayer de s'améliorer pour lancer plus longuement, mais pour l'instant, il fait amplement le travail. Maintenant, la question, j'ai les lanceurs partants. Berrios a lancé cette semaine au niveau A. Ça s'est bien passé. 4 manches lancées, il a donné 3 coups sûrs, 5 retraits sur des prises, aucun point. Bon, tu vas me dire, c'est le niveau A, c'est vrai. Moi, je vois pas José Berrios obtenir ben plus qu'un autre départ à Buffalo. Si ça va bien, il est en haut. Yes, Savage, il lance plus de tirs, 47, 48, 49 tirs, mais il se fait frapper. Domine rien. Points, domine pas. Domine rien. Encore une fois, au niveau 3A, 2 manches et 1 tiers, 4 points, 2 mérités, 2 retraits au bâton. Oui, effectué 64 lancés, mais en même temps, s'ils sont en plein camp d'entraînement, là, tu sais, l'enclos de relève va être hypothéqué, pas à peu près, lorsque ces joueurs-là vont arriver. Je pense pas qu'ils vont arriver puis ils vont lancer 120 lancés puis ils vont lancer 8 manches et 2 tiers. Là. Je pense pas. Moi, personnellement, la manière que la rotation roule présentement, parce qu'on va se le dire, même Scherzer et Lauer, c'était pas catastrophique là, dans la dernière semaine, OK? Si la rotation continue de rouler comme elle fait présentement, moi, je prends mon temps avec ça. Je dis, regarde, vas-y avec un autre départ à Buffalo. Ouais. On veut te voir dominer avant vraiment de te ramener parce qu'on a des options en haut quand même. Berrios, ça va être plus compliqué parce que s'il s'en va à Buffalo puis il lance un bon match, tu pourras pas le garder en bas longtemps. Il va falloir que tu le remontes. Mais ça, c'est des décisions compliquées qui s'en viennent dans les prochains jours. Springer va revenir au jeu bientôt. Barger, on l'espère dans une semaine. Ça commence à être long. Ton affaire, Barger, là. Oui, je sais. On a besoin d'un frappeur gaucher présentement parce que je pense pas que Jesus Sanchez, c'est la solution. Philo, on va terminer l'émission en regardant le catch de l'année par un fan. On regarde. This will go foul. It's hit a long way. Tatis was dancing off at first. Oh, man. That guy's all right. He got a baseball. He's got a headache. Ouch. He's like, I'm good. I'm good, I think. I'm going to play it off even if I'm not good. Aïe aïe! C'est malade. Sérieusement, là, tu sais, tomber entre 2 dossiers à la renverse. Je sais pas si c'était commandité par Flexoflex, mais aïe aïe! Ça a dû faire mal le lendemain matin. En tout cas, on a souvent vu des Jim Edmonds là, effectuer des catchs spectaculaires aux chansards comme ça. Mais au moins, il tombait sur du gazon ou sur du turf. Lui, là, c'était directement entre les bancs. Aïe aïe! Non, oui. Ça a dû faire mal le lendemain. Mais au moins, il y a un souvenir, il y a une balle. Voilà ce qui complète le podcast des Blue Jays de l'édition 24 avril 2026. Continuez à nous suivre sur tous les réseaux sociaux inimaginables, X, Facebook et YouTube. Au nom de Jérémy Filosa ici, Cafino qui vous dit à très bientôt et Go Jays Go! À très bientôt. Bye bye.